Pour l'éducation, par exemple, puisqu'on en parlait, je ne vois aucune raison que l'État gère aujourd'hui l'éducation des Français de façon obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes obligé de cotiser pour l'éducation nationale, comme pour la sécurité sociale aussi. C'est la même chose. C'est obligatoire. Si vous ne cotisez pas, vous allez en prison. Bon. Donc, il faudrait pouvoir créer des écoles privées. Et c'est déjà le cas, non? Ah ben non, pas assez, parce que vous payez doublement. Vous payez l'éducation nationale. Quand vous êtes parent, vous voulez mettre votre enfant en privé, ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais en public, et il y avait les professeurs qui étaient toujours absents. Donc je suis devenu un petit caïd, un petit délinquant, quand j'avais 10 ans. J'étais dans la rue, je traînais. Et donc mes parents m'ont mis en privé, ils ont payé l'école privée et l'école publique où je n'allais plus. Mais par leurs impôts, ils payaient encore l'école privée. Il faudrait faire un chèque éducation pour rembourser aux parents qui mettent leur enfant en privé, qui se saignent déjà doublement, d'arrêter qu'ils se saignent. Plutôt que de favoriser les écoles privées, qui feraient un... moi je vois par exemple les médias privés, Ouais. Est-ce qu'on risque pas le même genre de dérive avec des écoles privées? Moi je serais plus On est un média privé, et on vous interviewe là. C'est vrai, mais indépendant, heureusement. Mais privé, ça ne veut pas dire forcément dans la main de l'État. Vous citez Dassault, en effet. Dassault est en collusion avec l'État. Parce qu'il ne peut pas vendre des rafales sans passer par le président de la République. Donc ça, pour moi, c'est pas le capitalisme. Mais pour terminer mon idée, si on avait un véritable service public de qualité, une éducation nationale qui fournirait des prestations pour nos enfants... Donc vous êtes d'accord avec moi, elle n'est pas de qualité. Je pense qu'il y a de gros efforts à faire, effectivement. Que ce soit au niveau des programmes scolaires, déjà quand on voit les éditeurs de livres, c'est marrant, c'est les mêmes qui possèdent des médias, c'est les mêmes qui possèdent des entreprises d'industrie d'armement. Est-ce que ça c'est normal? Non, je pense pas. Donc plutôt que de faire un système où on rembourserait les gens parce qu'ils vont dans des écoles privées qui fuient le service public qui est en pleine décadence, je pense qu'il faudrait sauver le service public. Et donc parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique, qui détermine les programmes qu'on trouve dans les livres? Il peut y avoir un tas de solutions. Il peut y avoir la constitution d'État... Aujourd'hui Ouais. Qui détermine les programmes? Qui le fait exactement? Je sais pas exactement. L'éducation nationale. Donc, les hauts fonctionnaires qui dirigent l'éducation nationale. Ni le ministre, ni le président de la République. Ce sont les hauts fonctionnaires qui sont là élection après élection, sachant que l'éducation nationale est tenue, ça je vous apprendrai rien, par les syndicats et notamment la CGT. Enfin, le FN, SNUS ou je sais pas quoi, là, comment ils s'appellent ces syndicats-là. Il est là le problème, non? Moi, que les entreprises impriment sur des livres ce qu'on dit la CGT, donc le Parti communiste, c'est ça qui me choque, c'est pas le fait qu'il y ait des entreprises qui fassent leur boulot et qui impriment, non? Je sais pas dans quelle mesure ces hauts fonctionnaires sont indépendants. C'est aussi ça la question. Je vois par exemple, je reparle de mon petit frère, j'ouvre la page sur la page 11 septembre, je vois les questions, ils reprennent la version officielle qui a été édictée par le gouvernement américain, ils la mettent dans un livre d'histoire, c'est-à-dire que les enfants ont cette version dans les livres d'histoire et on pose des questions. Par exemple, il y a il y a 2 avions qui sont tombés dans les tours jumelles. Qu'est-il arrivé des autres avions? Donc les bonnes réponses, c'est il y a un avion qui s'est écrasé dans le Pentagone. La deuxième bonne réponse, je suppose que c'est il y a eu une rébellion dans l'avion et il s'est écrasé. C'est dramatique. En quoi c'est une preuve que c'est pas les hauts fonctionnaires qui ont fait écrire ça? Mais justement, je sais pas si c'est une preuve ou pas, mais en tout cas, ça pose la question de leur indépendance d'esprit, parce que d'en venir à faire de la propagande politique à l'intérieur de livres d'histoire et dans d'autres, c'est pas si peut-être on peut parler d'endoctrinement. Ça c'est le rôle de l'État depuis qu'il existe. La propagande, justement, c'est pour ça que l'éducation nationale est un problème. C'est qu'il fait rentrer dans la tête de nos enfants ce que l'État veut faire passer comme propagande. La propagande du moment, évidemment, ça change après. Oui, peut-être que dans le monde de demain, ce serait bien de
au lieu d'apprendre à apprendre, plutôt de comprendre les choses. Peut-être que c'est des pistes qu'on pourrait faire pour avoir une meilleure éducation nationale, que les enfants se posent des questions. Bien, alors on va changer un peu de sujet, mais c'était passionnant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Question ouverte, comme ça. De l'immigration, moi je suis issu de l'immigration par mon père, qui est venu d'Iran dans les années 60. Après, il se dit beaucoup de choses là-dessus, que ce soit à gauche où on dit faut ouvrir, à droite faut fermer. Maintenant, je pense que si l'immigration entre guillemets est devenue un problème, c'est aussi parce qu'on a mal géré ce flux de personnes. Je me souviens d'avoir vu à la télé, dans les archives de l'INA, Martin Bouygues qui faisait la publicité du travailleur maghrébin en disant oui, il est fort, il faut les faire venir, etc. Je pense que l'État n'a peut-être pas assumé cette politique. Il y a peut-être eu, d'une certaine façon, ils auraient été laissés tomber. Maintenant, quelle serait la politique migratoire à adopter aujourd'hui? J'ai pas assez fouillé la question pour vous répondre en détail. C'est quelque chose qui peut entre guillemets en obséder certains. Maintenant, non, pas spécialement. Est-ce que vous pensez, comme certains disent, que les immigrés aujourd'hui sont des indigènes de la République, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas moi, c'est indigènes de la République? Les indigènes de la République qui s'appellent comme ça parce que les immigrés seraient un continuum colonial où les immigrés, notamment d'Afrique, seraient les nouveaux indigènes au sein même de la République, avec un statut inférieur, avec... D'une certaine façon, je pourrais acquiescer cela, parce que finalement, on se sert de cette main-d'œuvre pour effectuer des tâches que les Français, entre guillemets, de souche, ne veulent plus effectuer. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui réussissent, qui sont issus de l'immigration, et mon père en est un exemple. Donc je pourrais pas argumenter ou non, parce qu'indigène, ça veut dire qu'il y a deux catégories de Français. Or, il y a une égalité en droit aujourd'hui en France. Et puis on a versé des salaires décents à ces gens-là. Souvent, ils envoyaient ça en Afrique. Pour ceux qui ont leur papier, oui, ils sont égaux en droit. Ceux qui n'ont pas leur papier sont dans l'illégalité, donc... Il y a aussi la problématique de l'image qu'on donne de la France à l'étranger et qui fait que ces gens ont envie de venir ici. S'il y a des gens qui risquent leur vie à traverser la Méditerranée en bateau, et qu'ils arrivent en France et qui se rendent compte de la réalité de la France, qui n'a rien à voir avec l'image que peut donner la publicité. S'ils sont vraiment si déçus que ça, or ils restent. Je peux pas faire de généralité, mais général, je dirais. La plupart, peut-être que quelques-uns se saignent pour faire le voyage, et qu'une fois arrivé, c'est difficile de repartir. Et une fois qu'on a aussi été... mais ça, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de la France non plus. Si, vous mettez ça sur le dos de la France quand même, vous, le patriote français? Non, c'est ce que je laissais entendre. Ouais. Non, je sais pas. Justement, j'essaie d'éclaircir. Non, mais si vous voulez, j'ai pas d'opinion sur l'immigration. C'est un sujet sur lequel j'aimerais m'informer plus, peut-être pour avoir une opinion plus consistante. Mais là-dessus, là, je me sens fébrile, donc je pense que ça sera pas très intéressant. D'accord. Bon, moi, il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, c'est un fait, les gens viennent en France et très rarement en partent, ou alors c'est les plus riches qui en partent. Ou les juifs qui font leur alia, ou les gens plutôt de la classe supérieure, parce qu'on les matraque d'impôts. Par contre, aujourd'hui, les gens viennent... On attend toujours les files de riches qui partent comme vous avez annoncé. Mais... Si. Renseignez-vous, si. Je vous enverrai des informations là-dessus, on en a relayé sur Enquête Débat. Alors, question un peu personnelle, mais enfin, vous avez déclaré que vous étiez juif, notamment en traitant quelqu'un qui vous critiquait d'antisémite. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin... est-ce que vous pensez que
Bon, je vais parler de l'antisémitisme de gauche, parce que je m'intéresse un peu à cette question. Je trouve qu'on s'y intéresse pas assez d'ailleurs. On parle toujours de l'antisémitisme, mais vous, c'est un de vos sujets quand même, l'antisémitisme, le sionisme, Israël, etc. Donc, que pensez-vous du fait que l'antisémitisme de gauche, depuis Marx, assimile le juif au capitaliste, et à Rothschild, et aux banquiers, et qui doivent donc être combattus en tant que tels? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors tout d'abord, pour la première partie de votre question, l'histoire de qualifier la personne d'antisémite, c'était quelque chose d'absurde. C'était un truc provocateur, justement, pour reprendre les attaques qui sont faites perpétuellement de la part des juifs qui se victimisent. Bref. Vous ne vous victimisez pas. Enfin, tu ne te victimises pas. Non. Je me caractérise d'abord comme citoyen français, avant d'être juif. Voilà. Par rapport aux juifs et au capitalisme, et l'antisémitisme de gauche. Je sais pas comment on pourrait caractériser l'antisémitisme de gauche. Après, je pense que l'image du juif banquier, elle a hérité de toute une histoire, notamment les juifs qui étaient exclus d'un certain nombre de métiers, et donc contraints peut-être, après je pourrais pas dire exactement, mais de faire des métiers de banque. Maintenant, après c'est un fait quand même assez frappant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de religion juive qui sont dans des banques. Alors après, est-ce qu'il faut conclure de ça qu'il y a un complot juif contre la population? Non. Je parlais tout à l'heure de la finance et de la volonté de domination. Je pense pas que ce soit en rapport avec une religion. Je suis pas sûr que ces gens soient vraiment juifs au sens du sens de la Torah. Mais après, c'est d'autres problèmes. Mais pointer les juifs comme responsables de la crise ou des malheurs qu'il y a dans ce monde, c'est une façon peut-être commode de rassembler des gens qui seraient peut-être mal informés ou qui auraient peut-être une aversion à croire à ces choses-là. Et puis ça permet aussi de ne pas peut-être parler des problèmes de fond et d'avoir une démarche constructive. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le discours, surtout sur Internet, de gens qui se disent victimes parce qu'ils tiennent un certain discours, je ne citerai pas, il n'y a même pas besoin, mais est-ce que vous sentez une résurgence de cet antisémitisme de gauche, marxiste, parce que Marx c'est un des premiers avec Tousnel, bon, ou alors, pour vous c'est autre chose, ça n'a rien à voir très sincèrement, je ne saurais pas exactement si c'est un antisémitisme de gauche ou quoi que ce soit. Même si c'est de l'antisémitisme tout court, c'est peut-être une incompréhension, peut-être de la peur. Après, il y en a qui essayent d'en faire peut-être un commerce. De l'antisémitisme ou de la contestation de l'antisémitisme? Les deux. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui appuient beaucoup sur la juiverie ou sur la franc-maçonnerie. Pour moi, c'est des terrains glissants qui sont des thèmes assez difficiles à connaître et donc sur lesquels il est difficile d'argumenter précisément et d'être pertinent. Et en plus, c'est des thèmes peu fédérateurs et peu constructifs. Pourtant, certains ont des vidéos qui sont très très vues sur le net. Oui, mais si vous voulez, il y a des vidéos sur le net qui sont vues parce qu'il y a une petite gamine qui se fait entraîner par son chien et qui se fait rétamer la tête par terre. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une vidéo a de l'audience que ça en fait sa pertinence. D'accord. Donc en tout cas, ça vous évoque pas de la répulsion particulière, si? Évidemment que si. Mais je serais tenté de dire qu'il faut prendre de la distance par rapport à ces gens-là. Et peut-être relativiser leur importance aussi, parce que peut-être qu'effectivement ils sont très visibles, peut-être qu'effectivement leurs vidéos font beaucoup de vues. Après, quelle est leur influence réelle, quelle sera leur influence dans l'avenir? Je pense que face à des citoyens qui veulent eux utiliser un discours de raison, je pense qu'ils seront quand même assez faibles là-dessus. Et alors, question complémentaire, il y a aussi un antisémitisme musulman qu'on voit émerger.
qui n'est pas nouveau puisqu'il existe dans l'islam depuis le Coran, hein, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous, ça vous perturbe ou, en tant que juif ou en tant que français? Mais alors on parle d'antisémitisme, mais il y a toutes sortes de racisme. Oui, mais là c'est ma question, c'est sur l'antisémitisme. Après on pourra parler d'autres racistes si vous voulez. Mais l'antisémitisme musulman, j'avais posé d'ailleurs la question à... J'étais allé à un dialogue interreligieux et j'avais posé cette question-là. Et ce qui m'avait répondu, et ce qui me semble assez juste, et c'est d'ailleurs des éléments que j'ai utilisés dans ma réponse d'avant, c'est que c'est assez fondé sur peut-être la peur, l'ignorance. Après, est-ce que c'est marqué noir sur blanc qu'il faut détester les juifs dans le Coran? Pire que ça. Ça, je sais pas. Non, mais vous n'avez pas lu le Coran? Non. Ah, faut le lire. C'est intéressant comme lecture. Après, je pense qu'on peut... Il y a aussi la lecture littérale et les interprétations. Et souvent, les textes sacrés méritent d'avoir un peu de recul là-dessus pour comprendre exactement le sens de ces écrits. Ouais. Mais c'est vrai que contrairement au judaïsme, le Coran n'est pas interprétable théoriquement. C'est mon question. Alors, si vous vouliez parler des autres racismes qui animent aujourd'hui la société française? Non, simplement c'était juste pour... on a tendance à faire une spécificité du racisme anti-juif. Ouais. D'ailleurs, on parle d'antisémitisme, mais c'est un mot qui a finalement assez peu de sens. Ouais. Parce que des sémites, il y avait des juifs, mais il y avait aussi des non-juifs. Ouais. Et quand on sait que la plupart des juifs n'ont même pas de racines sémites, il y a quand même un problème dans l'utilisation de ce mot. Ouais. Maintenant, l'islamophobie en France grimpe, mais il y a aussi du racisme. C'est pas du racisme. L'islam n'est pas une race. Non, après ce que j'entends par racisme, c'est la peur ou la haine de l'autre en fonction de traits caractéristiques qui lui sont propres. Après, peut-être que le mot racisme en lui-même pose problème, mais effectivement, de toute façon, il n'y a pas de race. Donc le mot racisme... Il n'y a pas de race? Non. Non. De ce que j'ai compris des études qui avaient été faites là-dessus, il me semble que l'homme... Il y a des ethnies. Oui. Voilà. C'est une question de terme en fait. Voilà. Où j'en étais? Que l'islamophobie, c'est quoi selon vous alors? C'est une haine du musulman parce qu'il est musulman? Parce qu'il... Alors... Peut-être qu'il y a un changement actuellement dans la société, avec les flux migratoires dont on parlait tout à l'heure, et qu'il y a un certain nombre de gens qui sont déstabilisés par ces personnes qui ont des pratiques culturelles différentes, qui ont des pratiques religieuses différentes. Mais je crois que ça, c'est nourri par une volonté politique. D'ailleurs, je suis pas fan des déclarations de Bruxelles, là, mais il me semble que la Commission européenne a justement dit à l'État français de supprimer les lois concernant les musulmans en France. Spécifiques aux musulmans. Exactement. Comme la burqa, qui n'était pas spécifique aux musulmans, puisque c'était une loi contre les masques dans l'espace public. Mais... Oui, enfin, c'était le prétexte qui a été donné pour faire ça, et puis cet épisode du voile, ça a été l'occasion de divertir l'opinion, mais je pense qu'on a fait d'un problème, si on peut appeler ça un problème, qui était somme toute assez résiduel, quelque chose d'énorme et qui a été amené sur le débat public. C'est comme l'histoire du débat sur l'identité nationale. C'est des choses qui sont utilisées. C'est facile finalement de pointer du doigt une communauté, ça permet d'éviter de parler des vrais problèmes. C'est ce que Chomsky décrit dans sa Fabrique du consentement. C'est de faire de choses qui ne sont pas des problèmes. Le vrai problème, c'est la finance, si je comprends bien. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais à contrario, on pourrait vous dire que on parle beaucoup d'islam, et parfois en mal, parfois, parce que, y compris pour cacher le fait que la France finance à haute dose la construction de mosquées, par exemple. Ce que vous n'avez lu dans aucun média.
les enquêtes sur le sujet sont systématiquement passées. Mais dans le même temps, on interdit aux musulmans de prier dans la rue. Donc, bloque l'ordre public. Comment on peut faire s'ils peuvent ni prier dans la rue, ni prier dans des mosquées, il faut bien qu'ils puissent prier quelque part pour exercer la liberté de culte. Ouais. Dans Après, les églises ont été quand même financées avec l'aide de l'État français avant la séparation. C'était avant la séparation de l'Église et de l'État. Mais les musulmans n'ont pas bénéficié de cela. Est-ce que ça, c'est pas un certain rattrapage de cela? Je sais pas. Mais je sais pas dans quelle mesure l'État français finance les mosquées. Donc peut-être que je parle... par exemple, à Paris, vous avez 20 millions d'euros qui ont été mis sur la table par Bertrand Delanoë. 20 millions d'euros, vous voyez, c'est beaucoup d'argent quand même, pour une mosquée. Pour justement ceux qui priaient dans la rue, qui ont exercé une forme de chantage. Peut-être, on peut poser la question en tout cas. Sachant que dans le Coran, il est dit nulle part qu'on doit prier dans une mosquée. Puisque la religion musulmane est une religion du désert. Alors vous allez me dire qu'il y a des mosquées partout dans le désert, non? Oui, mais on peut prier partout dans le désert. Oui, mais pour les juifs, c'est pareil, on n'a pas besoin de se retrouver dans une synagogue pour prier. Pourtant, vous n'avez jamais vu de juifs prier dans la rue? Bah non, mais parce qu'il y a suffisamment de synagogues en France. Ou alors, les juifs ont peut-être agi différemment que les musulmans. Et sachant que vous n'avez pas vu une seule femme prier dans la rue. Alors, elles priaient où? Elles ne prient pas les femmes. Elles priaient chez elles. Mais ça, on l'a jamais dit dans les médias. Nous, on a fait une enquête sur les prières de rue par une journaliste dont l'enquête avait été refusée par une vingtaine de médias. C'est plus compliqué que ça. Et justement, qu'on finance aujourd'hui des mosquées, y compris de l'étranger. Vous avez, par exemple, là où j'habite, à Blois, vous avez le roi du Maroc qui a fait un chèque de 800 000 euros pour la construction de la mosquée de Blois. Vous avez entendu parler de ça dans les médias et est-ce que ça vous choque? Franchement, c'est pas le genre de préoccupation qui m'empêche de dormir. Alors peut-être que ça occupe l'esprit de certains. Maintenant, je pense que effectivement les problèmes sont ailleurs. Que peut-être qu'il faut avoir un véritable débat sur qui l'État peut financer. Est-ce que si l'État donne 20 millions d'euros pour construire une mosquée, est-ce qu'il ne faut pas en faire de même pour les autres cultes? Dans quelle mesure ces 20 millions ont été donnés? Pourquoi? Quelle dérogation? Parce que les gens priaient dans la rue. Et qu'il ne fallait plus qu'ils prient dans la rue. Ça fait 15 ans qu'ils priaient dans la rue. Vous dites on s'en est vite occupé, non. On s'en est occupé parce que Riposte Laïque a fait une vidéo qui a tourné énormément et a révélé ça. Parce qu'aucun média n'en avait fait état pendant 15 ans. Donc là, je pense qu'il y a je sais pas, on ne voit pas la même réalité. Et par ailleurs, pour bien comprendre votre définition de l'islamophobie, est-ce que selon vous, on a le droit de critiquer l'islam? Oui, bien sûr. D'accord. Comme on a le droit de critiquer le christianisme, le protestantisme et bien sûr le judaïsme. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Askolovitch quand il dit critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans? Non. Non. Ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les fonctionnaires créent l'emploi. Ah. Non, oui. Je vais juste revenir sur ma question. Sur ma réponse, parce que critiquer une religion, je pense que ça mérite de la décence. Et ça mérite d'être pertinent. La décence. Et oui, enfin, par exemple, je vois Charlie Hebdo qui fait des caricatures. Enfin, quand ça va dans le manque de respect et que c'est fait sous prétexte de la liberté d'expression, je suis défenseur de la liberté d'expression. Mais souvent, cette liberté d'expression, elle est à sens unique en France. On trouve notamment, si on fait un parallèle entre critique, je ne sais pas si on peut dire critique de l'islam ou critique des pratiques de l'islam ou critique des musulmans, et si on regarde ce qui est fait en France là-dessus, et si on fait un comparatif avec la critique du judaïsme, la critique de la pratique du judaïsme, ou alors de la critique de l'utilisation idéologique de la religion juive à des fins politiques. J'entends pas moi cette critique aujourd'hui, même sur Internet, je l'entends pas. On l'entend pas. Non, mais est-ce qu'elle existe? La critique du judaïsme? Oui. Jamais entendu. Il y a des gens qui parlent de notamment au niveau du Talmud, mais après qui? Je pense à Alain Soral justement. D'accord. Mais le Talmud, c'est pas la religion juive. La religion juive, c'est la Torah déjà. Oui.
Le Talmud. Mais c'est des traditions qui forgent la pratique du judaïsme, le Talmud. d'une certaine manière. Je n'ai pas étudié le Talmud, contrairement à ce que dit Alain Soral, mais ça me paraît relativement secondaire par rapport à la Torah, qui est ce qu'on étudie en synagogue. Je suis d'accord là-dessus. Mais il vous semble que la critique du Talmud aujourd'hui est interdite dans notre pays? Est-ce qu'elle est interdite? En tout cas, elle a bien moins pignon sur rue que ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a bien moins de personnes qui critiquent le Talmud, non? Moi j'entends, enfin, à part Alain Soral que vous citez, je connais personne d'autre qui critique aujourd'hui le Talmud en tant que tel. Je connais cette femme rabbin sur Twitter dont je vous parlais tout à l'heure. Mais Ça fait deux, non? Mais quand vous avez un Robert Redeker qui critique l'islam dans le Figaro et qui se fait menacer de mort derrière et qui est obligé de se cacher, d'être protégé par la police, etc. Quand vous avez les caricatures de Mahomet et quand vous avez des centaines d'exemples comme cela, parce que des gens ont osé critiquer l'islam, on les menace de mort, voire on les tue, pas encore en France, mais enfin, je sais pas, il me semble que... oui, ça pose problème parce que on a des droits en France qui sont notamment la liberté d'expression. Ouais. Donc à partir du moment où il y a des gens qui veulent restreindre ce droit au profit de quelques-uns, oui, là ça pose clairement problème. Après, je suis même pas sûr que ce soit une question d'islam ou pas d'islam. C'est une question de respect des droits de l'homme, finalement. Droits de l'homme? C'est-à-dire que pour vous, ceux qui ont, pendant la campagne de 1905, on bouffait du curé à longueur de temps. Et on s'arrêtait pas à la critique du christianisme, d'ailleurs. On critiquait les curés à fond. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu les caricatures de l'époque, enfin, c'est de la folie. Les gars, ils prenaient pas des pincettes. Donc ces gens-là, il fallait qu'ils s'interdisent à l'époque, parce que ça aurait été du racisme antichrétien ou... Non, justement. Non. Je critiquais ceux qui en viennent à menacer des personnes. Oui, mais tout à l'heure, vous critiquiez aussi ceux qui n'ont pas la décence. Donc, qui définit la décence? Est-ce que c'est pas un concept dangereux? Après, je pense qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc on peut critiquer. On peut plus rien faire là. Parce que vous allez trouver 65 millions de personnes qui ne veulent pas qu'on leur fasse quelque chose. Mais nous, quand on va interviewer des gens avec qui on n'est pas d'accord, on va pas aller les insulter. Quand on va faire des vidéos, on va pas faire des montages qui vont ne pas les mettre en valeur, on va pas faire des caricatures les ridiculisant. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que ça se fait dans le respect. Mais selon votre définition du respect. Si vous allez interviewer un islamiste ou un intégriste, quel qu'il soit, catholique ou autre, vous n'allez pas forcément avoir la même notion du respect que lui. Hein. Parce que par exemple, vous savez que si vous dessinez Mahomet ou si vous le représentez, vous êtes condamné à mort théoriquement par certains islamistes. Quel est le rapport avec le manque de respect? Pour vous, c'est un manque de respect de dessiner Mahomet? Ça dépend comment il est dessiné. S'il est dessiné... Non, vous représentez Mahomet. Déjà, c'est interdit. C'est peut-être ça. Certains. Je pense que chaque religion a ses dérives. Et il me semble que les personnes qui en viennent à menacer l'intégrité physique de certaines personnes... Mais là, je voulais creuser la notion avec vous de décence et de respect. Parce que la liberté d'expression, précisément, elle ne respecte rien. C'est le droit absolu de parler. Parce qu'on ne sait pas à l'avance qui est-ce qui va choquer. Après, on est dans le bon sens, je suis tenté de dire. Et que certains n'aient pas la même définition du respect que je ne l'ai, ça je le conçois. Et il n'y a pas de souci. Mais je pense que si on veut être constructif, si on veut attendre pourquoi on critique l'autre? Oui, mais est-ce qu'on critique pour le critiquer, pour lui faire du mal ou pour le ridiculiser, ou est-ce qu'on le critique pour attendre un changement ou pour attendre quelque chose de constructif? Peu importe. Ça devrait faire une différence. Parce que là, à ce moment-là, vous allez venir dans la tête des gens, vous allez justement faire les procès que font tous les SOS Racisme et compagnie, qui vont analyser mot après mot. Alors là, qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc. Non, c'est pas dangereux comme logique? Je sais pas, c'est la logique que j'essaye d'appliquer. Ouais. Mais SOS Racisme aussi, ils appliquent la même logique. Non, SOS Racisme, ils ont une logique qui vise déjà à dissocier quand ils disent, on parlait tout à l'heure
comment ça s'appelle? Il dit on se bat contre le racisme et l'antisémitisme. Ouais. Comme si l'antisémitisme finalement ne rentrait pas dans le racisme. Bon, après on a discuté. Ça, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais vous êtes d'accord sur le fait d'analyser un texte en disant alors attendez, là c'est pas respectueux, bon là c'est respectueux, ah là c'est plus respectueux, etc. etc. Quand il